Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la montée des tensions séparatistes et les violences meurtrières impactent sur les examens officiels dans les régions anglophones. L'organisation du baccalauréat et du probatoire technique a été délocalisée à la dernière minute. Des centaines de candidats venus de Bangem et Tombel ont fait le déplacement pour se rendre à Loum afin d'affronter les premières épreuves écrites sous haute surveillance militaire. Le torchon brûle à Elekam, malaise social profond au sein de l'instance électorale du Cameroun. Depuis quelques semaines, certains agents sous anonymat dénoncent la mauvaise gestion d'Elekam et des soupçons de détournement des kits et matériels chargés d'inscription sur les listes électorales. Le directeur général des élections, acculé de toutes parts, s'explique dans ce journal et défend son bilan en présentant des kits de matériel destinés à l'inscription des potentiels électeurs sur les listes électorales à quelques mois d'une probable convocation du corps électoral pour la présidentielle 2018. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'escalade de la crise anglophone impacte déjà sur les examens officiels prévus dans le cadre des enseignements secondaires. Des centaines de candidats qui doivent affronter le baccalauréat et le probatoire technique industriel n'ont pas pu composer à Bangem et Tombel, deux localités situées dans la région du sud-ouest, et pour cause. L'organisation de ces examens a été délocalisée à la dernière minute. Ces candidats se sont retrouvés à Loum pour affronter les premières épreuves écrites sous haute surveillance policière et militaire. Reportage avec Jacques Mollan et Flavien Valodongo. Lycée technique de Loum, dans le département du Mongo. Les candidats au probatoire et baccalauréat technique subissent des contrôles systématiques avant leur entrée en salle d'examen. À l'intérieur, les surveillants de salle donnent des consignes avant les premières épreuves. Qu'il est strictement interdit de communiquer ou de regarder sur la copie de son voisin. Commencez par le numéro de table. C'est très important. Au bout de quelques heures, les premières épreuves sont achevées et les candidats se dévoilent. Le début a commencé un peu avec la peur, comme d'habitude, mais on a su monter le moral jusqu'on a pu terminer, donc c'était abordable. Le premier matière était le français, c'était si abordable. Maintenant, ce qu'on attend à la suite, c'est l'histoire jour. On attend aussi comment ça va se passer. Ils sont nombreux, ces jeunes, à frapper aux portes de la terminale et l'enseignement supérieur. Mais une seule absence a été signalée au probatoire. Au probatoire, on nous a signalé un absent dans la série F3. Les épreuves qui commençaient ont été lancées à 8 h également. Et en ce moment, nous avons au baccalauréat 138 candidats. Et puis au probatoire, 314 candidats. Alors que l'examen se déroule sans incident, l'onde de la présence de forces de l'ordre, armes au poing. La mobilisation sécuritaire dans l'enceinte de l'établissement et dans la ville, teintée de la présence du sous-préfet de Loum et du délégué régional des enseignements secondaires pour le littoral, ont une motivation. J'ai été saisi par le délégué régional du Sud-Ouest qui m'informait du désir de faire composer ces candidats. Ici, c'est parce qu'ils ont eu peur des représailles. Ils sont partis de Tombel et de Bangem, dans la région du Sud-Ouest, pour venir subir les épreuves écrites dans le centre de Loum. C'est si loin des esprits déstabilisateurs. Les candidats sont arrivés hier. Il fallait déjà, n'est-ce pas, les protéger par rapport à leur logement. Et toutes les mesures sont prises. Les forces du maintien de l'ordre ont été mises à contribution. Les épreuves écrites du probatoire et du baccalauréat de l'enseignement technique, débutées ce 22 mai, devront s'étendre dans la semaine en cours. Le débat reste entier sur la problématique du vivre ensemble au Cameroun. Des chefs traditionnels dénoncent l'accaparement forcé de leurs terres et l'indifférence des pouvoirs publics. D'autres leaders d'opinion ont tenu à mettre en avant des villes camerounaises qui cristallisent le symbole du vivre ensemble et de l'intégration nationale. Des précisions dans ce reportage que signe Marcelin Gransop. Mais dans cette famille, même comme il a été quelque peu interrompu, je suis pas allé au bout de ma pensée, mais l'essentiel avait déjà été dit. Les tentatives d'abréger sa prise de parole n'ont pas dilué sa détermination à dire tout haut ce que beaucoup murmuraient tout bas.
Surtout que Sa Majesté René Désiré Effa avait en face de lui quelques-uns de ceux qui ont la charge de la gestion des affaires publiques. Est-ce que les élus du peuple, est-ce que les sénateurs, est-ce que les députés, est-ce que les ministres, les directeurs généraux, est-ce que le chef de l'État qui est un envoyé du peuple, est-ce que chacun d'entre nous assume ses responsabilités? C'est pour ça que nous avons dit à la fin qu'il y a un problème de redistribution des biens. Est-ce que les biens du Cameroun sont redistribués de façon équitable? Est-ce que les populations du Cameroun vivent en harmonie, c'est-à-dire vivent paisiblement? Je dis non, parce qu'il y a une poignée qui a embrigadé les biens du Cameroun et il y a une majorité qui vit dans la misère. C'est ça le vrai problème. Difficile dans ces conditions d'envisager un vivre ensemble harmonieux tel que souhaité dans les slogans. Surtout que d'autres menaces à cet idéal recherché ne manquent pas. Les menaces du vivre ensemble, c'est tout d'abord le manque de tolérance, la discrimination. Il faut carrément éradiquer la discrimination, l'injustice. Il faut organiser des rencontres entre les religions, entre les ethnies et entre les cultures. Il y en a qui pensent que pour avoir une place au soleil, il faut s'accrocher sur la tribalité. Et c'est là qui entraîne également des divisions. Un dicton le dit d'ailleurs, pour mieux régner, il faut diviser. Vous savez, l'Est partage une longue frontière avec la République centrafricaine. L'Est accueille d'importants réfugiés qui arrivent avec leur mentalité et sèment du désordre de l'insécurité au sein de la population. Heureusement que tout n'est pas que noir. Quelques exemples de vivre ensemble, et c'est tant bien que mal de raviver la flamme de l'unité qui est aujourd'hui mise à rude épreuve. Pour faire manifester le vivre ensemble, l'exécutif municipal est composé avec une adjointe qui vient du littoral. Elle n'est pas originaire du Nord, elle est venue en tant que fonctionnaire et nous l'avons acceptée. Elle est avec nous, elle est comme 4e adjointe. Au-delà de ça, l'exécutif municipal est constitué et de musulmans et de chrétiens. Je suis originaire de l'Ouest Cameroun et je suis maire à Douala. Ça fait mon 2e mandat. Aucun chef traditionnel sawa n'a jamais remis en cause mon mandat, tout simplement parce que je vis dans une communauté que j'ai choisie et qui aussi m'a accepté. Des acquis à consolider qui ne doivent pas faire oublier que le vivre ensemble est une construction permanente. C'est surtout une affaire de tous. Et pour marquer leur attachement au vivre ensemble, des élèves des écoles de Blamé, dans le Logo Néchari, à l'extrême nord du Cameroun, ont tenu à participer à la fête du 20 mai, après 3 années d'absence liées aux exactions commises par la secte terroriste Boko Haram. L'on note également que les carrés des comités de vigilance ont été applaudis durant le passage à la place des fêtes à l'extrême nord du Cameroun. Amadou Daïrou et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Je vous parlais donc de ce reportage concernant ces différents élèves qui ont pu défiler dimanche 20 mai 2018 à l'extrême nord du Cameroun, précisément dans des localités qui étaient en proie à des exactions commises par la secte islamiste Boko Haram. Autre événement particulier, c'est le carré des comités de vigilance, très apprécié en raison du rôle qu'ils jouent dans la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. Amadou Daïrou et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Ils avaient déserté les salles de classe et ne prenaient plus part au défilé depuis des années à cause des affres de la secte islamiste Boko Haram. Les élèves de Blamé, à Makari dans le Logo Néchari, ont à nouveau marqué le pas pour célébrer l'unité nationale. Entourés de leurs enseignants militaires, ils expriment leur joie. Je m'appelle Inoussa Idi. J'ai fait CD, école publique de Blamé. Je suis content d'être enseigné par des militaires. Je m'appelle Okadje Adam. J'ai fait le CD. Je suis fier de défiler aujourd'hui. À Soulé-des-Rois, dans le Mayo Tchanaga, c'est le carré des comités de vigilance qui a été fortement salué. La localité qui a subi de nombreux assauts de la secte islamiste Boko Haram vit désormais dans un climat moins tendu, grâce également à l'action d'éveil de ces comités de vigilance qui accompagnent les forces de défense dans leur mission. Même sur la place du défilé, les membres de ces comités de vigilance veillaient au grain.
C'est donc sur une note de satisfaction que le défilé du 20 mai s'est déroulé dans l'arrondissement de Soulé-des-Rois. Le thème de cette année nous interpelle, nous tous. Les jeunes qui sont le fer de lance de la nation, dont les dirigeants de demain, doivent se montrer combatifs, être disciplinés et laborieux pour qu'ensemble nous puissions construire le Cameroun de demain. Les populations de Soulé-des-Rois et celles de Blamé, qui se sentent désormais en sécurité, attendent avec impatience de célébrer la 47e édition de la Fête nationale de l'Unité. Et durant cette journée du 20 mai, vous avez peut-être observé ces signes de protestation des militants du SDF au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Ils se sont montrés torse nu devant le président de la République avec des messages appelant au dialogue sur le théâtre de la crise anglophone, des messages visant à dénoncer la mauvaise gouvernance au Cameroun. Passé ce défilé, certains de ces militants du SDF ont été entendus par les services des renseignements généraux du côté de Yaoundé. Des précisions avec Guy Zogo dans ce reportage. Après le défilé au boulevard du 20 mai lors de la 46e édition de la Fête de l'Unité nationale, quelques grands traits de cet événement restent saillants. Ainsi en est-il du coup de force du SDF dont les militants ont réussi le tour de force des défilés torse nu devant le chef de l'État, preuve pour ce parti que les mesures de sécurité déployées étaient perfectibles. On a eu des stratégies, ce qui prouve d'ailleurs que les mesures de sécurité de M. Biya sont faillibles, ne sont pas sûres. À cette occasion, les militants du principal parti de l'opposition ont fait passer des messages dénonçant la politique menée par Paul Biya. On avait des affiches autour de nos ventres, sur nos dos, des affiches qui demandaient au régime de venir sur la table du dialogue, qui demandent au régime d'arrêter des massacres et de se mettre sur une table avec le peuple anglophone. D'après les militants du SDF, il s'en est suivi quelques actes d'intimidation des renseignements généraux aussitôt après le défilé, mais sans conséquences. Nous avons eu un cas isolé. C'est certains services des renseignements généraux qui ont essayé d'interpeller un de nos militants qui était aussi isolé. Mais quand ils ont vu que la masse est revenue derrière, donc une masse que moi-même je menais, je crois que la situation s'est calmée et l'interpellé a été très vite relâché. Mais c'est le lendemain que les renseignements généraux sont revenus à la charge pour savoir comment les défilants du STF ont procédé pour passer entre les mailles de la sécurité au boulevard du 20 mai. Ils nous ont demandé comment est-ce qu'on a pu passer autour de tout, à travers toutes ces fouilles et tout. On a juste dit que notre stratégie était l'une des meilleures. Et donc nous avons réussi à passer tous ces contrôles et à se mettre torse nu devant la tribune. De manière générale, le SDF qualifie d'incongru le fait que le défilé ait été réduit à sa portion congrue pour satisfaire les désirs du président de la République. Pour ce parti, au lieu de recourir à ce genre de méthode, si le chef de l'État camerounais se sent fatigué, il faudrait simplement qu'il quitte et tout dit. Le président de la République du Cameroun, invité à s'inspirer du modèle de Nelson Mandela et George Washington, Conseil des États-Unis d'Amérique, nous en parlerons ce soir en deuxième partie de ce journal. Mais avant, cette fausse nouvelle qui s'est répandue à Bamenda durant le week-end, l'explosion du lac Ewing, qui a sémé la confusion dans l'esprit des populations prises de panique. Elles ont suivi des consignes peu ordinaires, consommer de l'huile rouge pour éviter toute intoxication. Les autorités ont démenti une telle explosion de ce lac, explosion du gaz qui se serait répandu à Bamenda, sémant la panique générale durant le week-end dernier. Des précisions avec Stella Mbou et Gladys Sidi. Les images des personnes consommant de l'huile rouge en grande quantité ont fait le tour des réseaux sociaux.
Tout est parti d'une folle rumeur sur une explosion survenue au lac Aouin dans l'arrondissement de Santa, région du Nord-Ouest. Selon la rumeur, plusieurs personnes avaient trouvé la mort après cette explosion, ce qui a créé la panique au sein de la population. Pour éviter d'être intoxiqué, il fallait alors consommer de l'huile rouge et s'en oindre tout le corps pour éviter les effets secondaires. Ce que les populations vivant aux alentours du lac Aouin ont vite fait de mettre en application. Ce vent de panique a contraint certains à abandonner leur domicile pour se réfugier dans les localités voisines. Afin de rassurer les populations, le sous-préfet de Santa a conduit une délégation qui s'est rendue aux abords du lac. Sur place, tout est calme, pas de gaz qui s'échappe du lac. Avant la descente du sous-préfet de Santa, quelques chefs traditionnels s'étaient également rendus au lac Aouin afin de démonter la rumeur. Passé cet épisode de grosse frayeur, les autorités invitent une fois de plus les populations à plus de vigilance et à ne surtout pas céder à la manipulation. Que sont devenues les populations résidant sous un massif rocheux dans le 6e arrondissement de Yaoundé? Le gouvernement est bien informé du danger qui menace la vie d'un millier de personnes dans cette localité. Ce massif rocheux qui a laissé apparaître au fil des ans des fissures qui elles-mêmes peuvent provoquer une catastrophe. Cependant, certains habitants disent dormir tranquilles sans la moindre inquiétude. Mais les observateurs avertis tirent déjà la sonnette d'alarme dans ce grand reportage que signent Joël Essengue et Marcelin Gransop. Sur les multiples voies qui mènent à Akondoué, dans l'arrondissement de Yaoundé 6, nous choisissons celle qui nous paraît la moins sinueuse et éprouvante en cette saison de pluie. Sur l'une des routes en terre du quartier Etouguébé 2, nous apercevons la fameuse colline qui dévoile à distance le massif rocheux qui alimente tant les débats dans la capitale. Mais pour y arriver, l'on n'est pas loin d'un chemin de croix. Notre guide nous prépare à affronter une colline qui est interdite aux inaptes et à ceux qui ont des soucis de santé. Nous allons essayer, autant que faire se peut, d'arriver, peut-être pas au pied du rocher, mais tout au moins dans les environs. Et ce n'est pas évident, tel qu'on peut le voir, il y a toute une colline qu'il faut affronter. Vous voyez que la moto arrive à grimper sans aucune difficulté. Nous allons voir si nous aussi, avec nos pieds, on pourra aller un peu plus loin pour toucher du doigt la préoccupation qui est celle des populations qui vivent de ce côté-ci. On y va. Nous amorçons la fameuse colline et au bout d'une quinzaine de minutes, nous voici au pied du rocher dont la fragmentation fait craindre le pire. Pourtant, de part et d'autre, plusieurs maisons d'habitation ont été construites et hébergent des centaines de familles. Des familles qui disent ne rien craindre. J'ai acheté le terrain, ça fait environ 10 ans. Hein. Non, il y avait les forêts, mais il y avait les gens. Il y avait un habitant ici, là. C'est ici. Il y avait les autres là-bas derrière. Vous n'avez pas eu peur de venir acheter un terrain ici? Non, on n'a pas eu de peur. Parce que moi, avant d'acheter, je suis allé chez le père qui m'a vendu ça. J'ai vu le truc là. J'ai demandé le père c'est comment? Il a dit non. Quand on nous a accouchés, ils ont trouvé ça comme ça. C'est pour ça que moi, j'ai eu le courage d'acheter. Et il y a ma maman ici encore. Elle dit qu'elle a fait 70 ans ici là. Mais elle a trouvé ça comme ça. À ma surprise, je vois, on dit que la pierre est cassée, ça a explosé, ça m'a surpris. Je suis là plus de 40 ans. La pierre est là comme ça. C'était déjà cassé comme ça? Comme ça là depuis. Voilà une maman qui était née ici là avec la pierre là. La mère si c'est le village ici. La pierre est là. Nous on cueille les mangues là-bas. La maman en question, la voici. Christine Otélé, c'est son nom. Elle a poussé son premier cri en 1937. Elle connaît trop bien l'histoire de la pierre d'Akondoué pour se laisser intimider par ceux qui projettent le pire, un jour ou un autre. Le rocher là, parce qu'on avait abattu les gros arbres qui étaient là. Raison pour laquelle ça se voit. Il y a même l'eau. Tout l'eau qu'on utilise là-bas en bas, ça sort de là. Voici mon champ. On ne peut pas, c'est naturel. Avant même que je ne vienne en mariage, on venait ici. Nos arrière-grands-parents
étaient vivants. Il n'y a aucun bruit là-bas. Rien. Donc depuis que vous êtes là, vraiment... Rien. Il n'y a aucun problème là-bas. L'ancien chef et mon mari partaient souvent tendre les pieds là-bas. Comme c'était encore la brousse, quand il part, j'amène la corbeille. Parce que je vais amener les gibiers et les épaulles et puis quoi. L'on apprend que c'est la déforestation qui a dévoilé le visage de ce massif rocheux situé à cheval entre les arrondissements de Yaoundé 6 et de Yaoundé 7. Malgré la fissure dont la simple vue ferait perdre l'appétit à plus d'un, les populations se sont installées au fil des ans et pratiquent même l'agriculture ainsi que la chasse. Pour elles, c'est un lieu propice au développement de l'industrie touristique. Rien à voir avec l'apocalypse que prédisent certains. Ça, c'est un lieu touristique pour moi. On peut créer ça comme un lieu touristique parce qu'il y a ces grands dedans, il y a les chambres même. La pierre est là comme ça là. Ça, c'est tout un village de gens. Ben, si les gens il y a plus de 100 ans ici. Il n'a pas eu le problème. Moi, qui suis venu hier, il y a quoi qui va aller chez moi? Moi, je pars là-bas presque chaque jour avec les enfants. Il y a quoi là-bas? Il y a seulement la pente là. Je suis seulement allé visiter comme ça là. Ouais. Pour voir si vraiment que la pente là, si un jour ça ne peut pas tomber comme ça là. Mais j'ai vu que c'est bon, c'est dans un trou, comme tu le vois là, c'est dans un trou. Informé de l'existence de ce rocher et de la menace qui plane, le ministre de l'administration territoriale y a effectué une descente le 8 mai dernier. Constat fait, Paul Atanganji a établi un rapport et soumis à l'appréciation de la haute hiérarchie. Pour l'instant, le déguerpissement n'est pas encore à l'ordre du jour. Le ministre a dit qu'il ne faut pas que les gens soient très proches, mais il faut sensibiliser seulement les gens, c'est tout. On n'a pas dit qu'on va limoger les gens ou casser les gens, je n'ai rien suivi. N'empêche que la colline d'Akondoué fait partie des zones à risque, relevant du domaine public naturel de l'État, à l'instar des marécages, qui ne se comptent pas dans l'arrondissement de Yaoundé 6. Ce sont donc des zones non constructibles, qui trouvent pourtant toujours des preneurs, en quête de terrain, au prix abordable. Ici, l'on évoque le manque de moyens financiers pour justifier l'occupation des lieux, avec l'espoir que Dieu veille, afin que le pire que certains redoutent ne se produise jamais. Tu ne peux pas, le rocher là ne peut jamais tomber. Moi je vous dis au nom de l'Éternel. Beaucoup d'histoires et d'anecdotes se racontent autour de cette pierre. On peut l'appeler aussi rocher ou alors l'une des grandes collines de Yaoundé. En tout cas, les populations cohabitent avec ce que certains peuvent considérer comme un danger, mais elles disent vivre avec ce danger en réalité depuis de longues années et que jusqu'ici, rien n'est arrivé. Ici, je vais le 5 et Marcelin Gansop, sous la pluie battante déjà, pour Equinox Télévision. Restons à Yaoundé 6e, où le sous-préfet Apollinaire Ndama Vondo fait le point sur la situation concernant cette zone à risque et ce massif rocheux qui menace le quotidien de ces populations. Il convient de dire que j'ai effectué des descentes sur le terrain pour m'enquérir de la situation et cette situation a été portée à l'attention de monsieur le ministre de l'administration territoriale qui est descendu sur les lieux avec d'autres spécialistes dans l'optique de présenter la situation qui prévaut là-bas à la très haute hiérarchie. Je crois que le calme prévaut sur le terrain, et d'autant plus que les populations qui étaient habituées, ou qui le sont même encore, habituées à rester sur les lieux, ont été sensibilisées aussi par nos soins, en même temps qu'elles avaient fait l'objet d'un recensement. Donc, disons qu'on avait recensé un peu plus de 1000 personnes avec 120 maisons. Et je dois dire que cette situation sera mieux clarifiée avec les spécialistes qui peuvent voir les impacts, la portée des impacts. Et comme je le disais, le dossier n'est plus à notre niveau, donc nous attendons tout de la hiérarchie. Dans la cité capitale, le malaise social est profond à Elekam.
Depuis quelques semaines, des documents circulent attribués à certains agents qui ont signé sous anonymat pour dénoncer la mauvaise gestion de l'instance électorale du Cameroun et des soupçons de détournement des kits et matériels destinés à l'inscription des électeurs sur les listes électorales. Le directeur général des élections est sorti de sa réserve pour défendre son bilan et présenter ces kits qui sont, selon lui, disponibles pour améliorer les conditions de travail des agents et personnels de l'ECAM. Évocation dans ce reportage que signe Guy Zogo. À l'ECAM, il y a les accusations officieuses que relaient les médias sociaux, lesquelles soulignent les maltraitances du directeur général des élections à l'endroit du personnel et son refus de mettre à disposition les nouveaux kits d'enrôlement des électeurs. Puis, il y a les explications officielles qu'Abdoulaye Babale a choisi de donner lors de l'ouverture du séminaire de l'ECAM sur l'organisation des élections en contexte pluraliste. Les kits sont bien là, a-t-il indiqué en les remettant à quelques responsables de l'ECAM. Ces kits sont résistants à tous les chocs. De plus, il y a une grande capacité de stockage. En d'autres termes, quand on a une grande tournée, on peut enrôler continuellement jusqu'à 200 électeurs sans avoir besoin de se soucier. Selon le directeur général des élections, leur qualité technique est indéniable. Nous avons pris l'engagement d'équiper ces kits de lecteurs de code barre. Quand vous venez avec votre carte d'identité, ce lecteur lit. Il n'y a plus d'erreur. Côté prix, selon toujours Abdoulaye Babale, l'affaire est avantageuse, les ingénieurs de l'ECAM ayant même été associés à l'opération. Nous avons négocié très serré, nos ingénieurs ont contribué à la conception, ce qui fait que ces kits nous reviennent moins chers. Pour le patron des élections à l'ECAM, tout reste normal dans cette institution, y compris les salaires du personnel, à propos desquels d'aucuns ont parlé d'indisponibilité. Nous avons servi régulièrement le salaire au personnel. Nous avons eu seulement du retard pour les effets financiers d'avancement. Nous les avons repartis en 4 et 3 quarts, c'est-à-dire 75% sont payés. Les travailleurs sont payés. Au total, l'ECAM annonce qu'il dispose de 360 antennes communales et qu'actuellement, 720 kits d'enrôlement sont disponibles, une quantité largement au-dessus de la demande. Un projet de valorisation des déchets ménagers est observé dans la commune de Tian, département de la Menoie. L'Agence française de développement y est très intéressée en raison de la mise en promotion des énergies renouvelables dans ce département situé dans la région de l'Ouest. Compte rendu avec Leclerc Sakem. La ville de Tian valorise les énergies renouvelables via les déchets ménagers, assainissement et surtout la mini-centrale de Trondheim qui alimente près de 6 villages. Ces projets sont financés à hauteur de 65% par l'Agence française de développement. Le directeur de la FD reconnaît cependant le rôle joué par la commune de Tian pour la matérialisation de ces projets. Ce qui est remarquable dans cette opération pour nous, c'est le fait que la ville de Tian ait été elle-même à l'initiative de ce projet dans le cadre de sa coopération décentralisée avec la ville de Nantes. Elle a identifié elle-même son potentiel hydroélectrique et décidé de le mettre en valeur. Pour nous, ça, ce sont des exemples importants. L'ambassadeur de France au Cameroun, Jules Thibault, sous la houlette du maire de la commune de Tian, Bodédé Donfac, a visité les différents chantiers financés ou cofinancés par la France. La mini-centrale hydroélectrique, la décharge municipale de Sinte et le site de compostage de Nguy. Et je tiens à saluer particulièrement le travail qui est mené par la ville, encore une fois avec Nantes, avec l'aide de l'AFD, de l'Union européenne, dans beaucoup de choses à y faire, et puis rencontrer aussi des populations, mes compatriotes. Cette visite a permis aux diplomates de se faire une idée concrète du projet de maîtrise, de la gestion, du traitement, de la valorisation des déchets solides. Des producteurs d'alcool décident de renforcer
et leur synergie afin de pouvoir défendre les intérêts et améliorer la qualité de la production des bières alcoolisées et autres dérivés au Cameroun. Reportage avec Guy Zogo. Ils sont 5, en fait les brasseurs les plus réputés du Cameroun. Et leur pari est qu'ensemble, ils peuvent mieux défendre leurs intérêts communs et promouvoir la consommation responsable de l'alcool. En effet, le groupe Société Anonyme des Brasseries du Cameroun, SABC, Guinness Cameroun SA, l'Union Camerounaise des Brasseries UCB, la Société de Fabrication des Vins du Cameroun, Sofavin, et la Société Camerounaise de Fermentation, Fermancam, viennent de lancer les activités de leur association, la Cameroun Alcohol Producers Association, CAPA. Tous les producteurs de boissons alcoolisées s'est réunis, en tout cas pour d'abord s'assurer que notre industrie se comporte de manière responsable. Okay. Et le fait que nous contribuons de manière incontournable dans le croisement de PIB, nous avons cité les chiffres 770 milliards de chiffre d'affaires entre nous 5, c'est reconnu. Et comment on peut travailler avec le gouvernement ensemble, décroître justement cette contribution de manière significative. Ces entreprises relèvent que leur contribution au budget de l'État du Cameroun est conséquente, avec des impôts payés à hauteur de 318 milliards de francs CFA pour un chiffre d'affaires de 766 milliards de francs CFA. À quoi s'ajoutent plus de 10 000 emplois à travers 13 usines sur l'ensemble du territoire camerounais. Fort de cette contribution, les brasseurs entendent consolider cette responsabilité sociale et sociétale qu'ils ont déjà engagée à travers la CAPA. À l'approche de la présidentielle 2018, le conseil d'un diplomate américain suscite de vives réactions. Au Cameroun, l'ambassadeur des États-Unis qui a conseillé au chef de l'État de rentrer dans l'histoire en prenant exemple sur George Washington, premier président américain, et Nelson Mandela, qui avaient tous en commun des actions menées pour construire leur pays et qui ont quitté le pouvoir dans le respect de la Constitution. Comment ce Conseil des États-Unis est-il perçu par la classe politique? Quels sont les enjeux géopolitiques autour de cette influence que souhaitent exercer les États-Unis sur le processus électoral au Cameroun? Nous en parlons dans une poussière de secondes. Sur ce plateau avec nous, Hilaire Zipan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste politique, également au cadre du mouvement progressiste, le MP. Vous avez suivi cette déclaration de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun après l'audience que le chef de l'État lui a accordée en fin de semaine dernière. Il a conseillé au président de la République de rentrer dans l'histoire et de savoir, de s'inspirer de deux modèles. Le premier président américain, George Washington, et le président sud-africain, décédé aujourd'hui, Nelson Mandela. Comment appréciez-vous une telle sortie d'un diplomate américain? D'abord, il faut dire que dans le langage diplomatique, après les audiences accordées sous la demande des États-Unis et après la déclaration faite sur le perron du Palais de l'Unité, je pense que les Américains ont renchéri en produisant ce communiqué qui a été un peu plus clair. Je pense qu'à la veille de l'échéance électorale de 2018, il va sans dire que les enjeux sont très énormes pour l'ensemble du peuple camerounais. Le Cameroun, à l'heure actuelle, traverse une crise extrêmement grave pour ce qui est de son économie en ajustement structurel. Elle traverse un conflit dans la zone anglophone et du côté du Nord Cameroun. Il va sans dire que la sécurité et la sérénité doivent pouvoir gagner les rangs. Que signifie ce conseil des États-Unis à ce moment précis? Voilà, cela veut simplement dire que les Américains s'intéressent plus que jamais du sort du Cameroun. Il faut être suffisamment clair sur le mot à utiliser, plus que jamais. Il va sans dire que dans la zone de l'Afrique centrale, c'est la zone où en Afrique, il y a le plus de chefs d'État qui ont la longévité de pouvoir. Que vous preniez le Tchad, le Cameroun, le Congo, bien entendu la Guinée équatoriale, il va sans dire que ces chefs d'État-là sont pour la plupart très longtemps au pouvoir. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que l'enjeu stratégique et le fait de vouloir avoir un œil ou un pied ou encore moins une longueur d'avance sur la gestion du Cameroun est tout à fait important. Vous êtes sans ignorer que nous sommes le seul pays qui sommes extrêmement à deux langages
langues officielles, l'anglais et le français. Et donc, a priori, peut faire donc la transversale entre les pays anglophones et les pays francophones. Donc tout cela contribue à l'intérêt. Et enfin, vous êtes sans ignorer que et les accords de Green Tree, qui certainement donnent la clarification sur la gestion de la recette pétrolière de la zone de Bakassi, et également la possibilité des ressources que nous avons découvertes dans la zone du nord-ouest, au côté du Kumbo, qui sont très importants aujourd'hui dans l'électronique. Tous ces demandes-là font en ce que les États-Unis s'intéressent de mieux en mieux pour leurs intérêts, comme la Chine le fait pour leurs intérêts, comme la France le fait pour leurs intérêts. Il faut préciser que lorsque Donald Trump a pris le pouvoir, dans ses premiers discours, il avait tensé ces présidents africains qui ont mis de nombreuses années au pouvoir et dont l'indice de développement humain de leur pays était en deçà des objectifs fixés par les Nations Unies. Mais au-delà de ces questions d'intérêt pour les populations, il y a des enjeux géoéconomiques liés à la position du Cameroun par rapport au golfe de Guinée, également l'implication de la Chine et la France. Comment entrevoyez-vous ça? Mais dans tous les cas, un pays est en conformité avec les instances internationales quand il a une constitution qui est respectée. La constitution camerounaise dit que le président camerounais peut être candidat autant qu'il le souhaite. Néanmoins, dans les mêmes dispositions de cette constitution, l'article 7 alinéa 2, je le répète à suffisance, ne permet pas au président de la République d'être en même temps président de la République et président national du RDPC. Je pense que si les Américains voulaient nous aider suffisamment à ce que notre constitution soit respectée et pour que l'intégrité territoriale soit restaurée et pour que le peuple camerounais exprime sa volonté de pouvoir choisir amplement ses dirigeants, ils auraient mieux fait la pression pour demander au président de la République de ne pas être en même temps président de la République et président national du RDPC. C'est la seule voie qu'ils peuvent avoir. Mais quant au reste, ils n'en ont pas. Mais d'accord, estime que c'est une ingérence de la part des États-Unis de se mêler de la vie politique d'un pays souverain et indépendant qui décide de qui est candidat à son élection présidentielle et qui décide de maintenir un président de la République, quitte à ce qu'il fasse 10 mandats à la tête de son pays. C'est ce que je viens de vous dire. Je viens de vous dire que cette constitution que nous sommes librement donnée, si tant bien même qu'elle, sa modification a créé des problèmes, mais c'est celle-là qui régule la vie politique de notre pays. Et donc, par conséquent, les dispositions non applicables à l'intérieur de la Constitution peuvent être lues par les Américains et par les Camerounais. Et moi, Camerounais, je serais très aisé, très à l'aise que la Constitution soit appliquée instincto comme l'a été écrit. Et là, je décris les dispositions, la violation de l'article 7, alinéa 2 de la Constitution qui interdit au président de la République de prétendre à toute autre fonction électible. Mais faut-il que les États-Unis interviennent dans ce processus politique et électoral au Cameroun? Non, à mon sens, c'est un pays souverain. Nous sommes un pays souverain. Nous ne pensons pas que la manière de pouvoir mettre la pression sur les chefs d'État sortants, vieillissants, qui ont caporalisé le pouvoir, si tant est qu'ils ne participent pas au développement de la population, ne doit pas être un diktat des Occidentaux. Parce que ce que vous ignorez, le droit international est le droit le plus hypocrite. Ils ne le font pas gratuitement. Vous voyez ce qui se passe en Palestine, ils ne branchent pas. Vous voyez de l'autre côté, dans certains pays, et nous avons les conséquences de ce qui s'est passé en Libye, nous avons les conséquences de ce qui... On reconnaît en soi-même que le président Biya est là depuis longtemps, que son âge commence à poser un problème, que sa capacité à pouvoir exercer amplement le pouvoir au regard des défis qui l'interpellent puisse être suffisamment apprécié, mais il n'en demeure pas moins que les Camerounais doivent le faire. Et en tant que parti de l'opposition, nous demandons donc que les partis doivent se retrouver dans une plateforme pour organiser cette alternance-là démocratique. Car la révolution simplifiée, c'est les élections. La révolution brutale n'est pas la meilleure forme. Est-ce que ces partis de l'opposition au Cameroun comptent sur les États-Unis d'Amérique pour les aider à pouvoir mener à bien cette alternance démocratique-là? On peut avoir des partenariats, mais il est bon qu'on dise la vérité aux Américains. Nous ne voulons pas d'ingérence dans notre pays, si tant est que, quand bien même ils sont les maîtres du monde en ce qui concerne les finances. Mais toutefois, nous sommes tellement sur la défensive, le rapport de force est tellement en défaveur de nos relations, que nous n'avons pas beaucoup d'amplitude dans la capacité à défendre nos intérêts. Et en cela, nous pensons qu'à l'heure actuelle, il faut d'abord se solidifier, être Camerounais, ce Camerounais à part entière, qui veut son avenir, mais naturellement en disant que la malgouvernance à l'heure actuelle, telle qu'elle est, n'est pas de nature à permettre à ce qu'un Camerounais soit à l'aise dans son vécu quotidien. Et pour cela, le message qui nous interpelle à l'opposition, c'est cette coalition de la plateforme qu'il faut mettre en route pour préparer cette alternance
pour les municipales, les législatives et les présidentielles. Aucun parti ne peut emporter sur ce pouvoir. Est-ce que ces élections peuvent se tenir dans ce contexte où il y a une crise anglophone qui s'enlise et s'aggrave? Le diplomate américain en a parlé avec le chef de l'État à Washington qui accuse le gouvernement d'assassinat ciblé, mais qui reconnaît également les exactions commises par ces bandes armées séparatistes. Et la conclusion des États-Unis, c'est que ni du côté du gouvernement, ni des séparatistes, personne ne veut discuter avec l'autre. Est-ce qu'on peut s'attendre à une intervention américaine ou du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le théâtre de la crise anglophone? La puissance américaine peut leur donner beaucoup de pouvoir, mais cette politique brutale n'est pas de nature à résoudre le problème camerounais. La violence contraint, mais elle ne convainc pas. Nous sommes évidents là-dessus. Mais il faut dire aussi que si l'on peut condamner la violence d'où qu'elle vienne, que ce soit du côté, il va sans dire que Boko Haram essaie de séparer le Cameroun. De la même manière, ceux qui veulent nous créer un autre État dans lequel nous ne sommes pas d'accord, sont aussi ceux-là qui exercent la violence. Toutefois, il faut avoir des interlocuteurs pour négocier pour ce qui est de la paix ou ce qui est des solutions à préconiser. La forme de l'État ne pourrait être à aucun moment un motif qui permet à ce que les gens se donnent le devoir d'être des rebelles. Non, il faut qu'on comprenne que quand on est dans un pays démocratique, l'expression de la liberté, le débat, la contrainte, l'argumentaire et non l'argumentaire spécieux ne doit prévaloir sur l'argumentaire qui doit être l'argumentaire. Alors l'appel au dialogue n'a pas été entendu jusqu'ici. On assiste plutôt à une grave crise humanitaire. Est-ce que les Nations Unies peuvent se saisir de ce dossier au regard de l'enlisement de la crise et de la situation économique et sociale désastreuse dans ces deux régions? Exact, ils peuvent se saisir. À partir du moment où vous avez des déplacés, vous avez des réfugiés dans un pays limitrophe, il va sans dire que les Nations Unies vont intervenir. Il y a beaucoup de mécanismes internationaux ou beaucoup des organismes internationaux qui permettent aux États-Unis de pouvoir faire ingérence dans ce problème-là. Dès lors, on vous obligera soit à reprendre vos compatriotes sous des conditions dans lesquelles négocier précédemment. Nous le voyons en RDC, nous le voyons du côté de la République centrafricaine. Et il va sans dire que le Cameroun s'est laissé embrigader dans cette crise au départ qui était une crise sociale, économique, pour ne pas dire politique. Mais aujourd'hui, nous sommes complètement dans un conflit. Nous ne sommes plus dans une crise. Et c'est ça la difficulté. Or, dans un conflit, il faut avoir les interlocuteurs en face. Comment, pour nous, trouver les interlocuteurs en face? L'intermédiaire social, qui est l'Église, a déjà fait son pas en disant il faut négocier. Est-ce que cette intermédiation, on peut la faciliter auprès de l'Église catholique pour qu'elle puisse dénicher des leaders capables de pouvoir parler au nom de cette rébellion, au nom de ces séparatistes, comme ils ont écrit dans leur communiqué? Ou est-ce qu'il faut que le pouvoir puisse exercer par un mécanisme de vote la désignation des gens légitimes qui ont la légalité de négocier si tant est qu'ils représentent les intérêts des populations du nord-ouest ou du sud-ouest? Toutefois, nous pensons que quelle que soit la forme, la première des choses, c'est qu'on accepte qu'on est Camerounais, que le pays est de 475 000 km², que le drapeau c'est vert, rouge, jaune avec un drapeau, que la capitale c'est Yaoundé et qu'on a un hymne qui est le Cameroun. Voilà d'abord les critères qu'il faut accepter. Ensuite, on peut débattre des autres choses. Dans ce contexte, est-ce qu'on peut aller aux élections sans qu'il n'y ait de dialogue? Est-ce que les élections peuvent se tenir dans ces deux régions? On regarde l'escalade de la crise sans qu'il n'y ait un dialogue préalable inclusif avec toutes les parties prenantes. Ça, la difficulté. Le droit, il est contraignant. Dans la Constitution actuelle, nous n'avons pas d'autre forme de négociation. Notre amplitude de pouvoir se fausser de par la date. Les élections présidentielles doivent se tenir au plus tard 40 jours et 60 jours après. Donc, dans cet intermède de temps, il va sans dire qu'on va tenir les élections. Donc, les Américains sont suffisamment intelligents, suffisamment astucieux, suffisamment bien élaborés pour savoir que la contrainte de la pression qu'ils mettront sur le pouvoir, c'est de nature à pouvoir créer la fébrilité de l'avant-élection. Toutefois, nous pensons qu'il est bon que l'on intègre ça comme un paramètre. Mais il y a des autres élections intermédiaires, municipales et législatives. C'est la capacité du peuple camerounais à s'organiser, à préparer l'alternance au niveau de l'État qui fera en ce que le crédit qu'on va accorder à ces leaders-là pourra tout à fait être de nature à pouvoir préserver la paix. La paix, c'est le seul élément qu'on a négocié pour en politique. Merci Hilaire Zipon. Je précise que vous êtes analyste politique et cadre du mouvement progressiste, un parti de l'opposition. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne ratez pas ce soir Parole de femmes avec pour thématique ces mères qui refusent que leurs filles partent en mariage et préfèrent les garder chez elles. Vous suivrez des témoignages édifiants des femmes dans l'émission Parole de femmes présentée par Julingue Nyondé. Bonne soirée sur Equinox Télévision.
Equinox Télévision, au-delà de l'image.